On aurait pu démarrer cette histoire à la naissance de l'énergie nucléaire, durant la Seconde Guerre mondiale, de la volonté des grandes puissances de développer l'arme atomique. On aurait pu démarrer à Three Mile Island, aux États-Unis, à Tchernobyl, en Ukraine, au Blayais en France, à Fukushima, au Japon, ou dans une trentaine d'autres endroits sur la planète. Là, l'industrie nucléaire a été le théâtre d'accidents graves, dont les conséquences sont pour la plupart d'entre elles dramatiques. On aurait pu démarrer cette histoire lorsque la communauté internationale a décidé de balancer les déchets nucléaires au fond des mers et des océans, avant de revenir en arrière sous la pression citoyenne. Cette histoire commence quand les décideurs eurent l'idée folle d'enfouir les déchets sous terre. Certains échappent à la loi et se retrouvent dans des cours d'école ou des parkings de stades de foot. Pour les autres déchets, ce serait direction sous terre. Et pour l'éternité. Cette histoire commence à Bure, dans la Meuse. Petit village de 90 habitants environ. L'un des territoires les moins peuplés de France. Hasard géologique ou volonté délibérée de ne pas s'attirer les foudres de la population, la question se pose. Ici, à 2 pas des Champagnes de la Haute-Marne, l'État et l'industrie du nucléaire, via l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, envisagent d'enfouir les pires déchets de nos centrales. À 500 mètres de profondeur et sur des centaines d'hectares. Plus de 100 000 mètres cubes de matière, soit plus de 99% de la radioactivité totale. Active, donc dangereuse pendant des milliers, voire des centaines de milliers d'années. Le coût du projet est estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ces déchets sont censés rester bien sagement dans leur écrin de béton et de verre durant cette période, pour ne pas que nos enfants aient à en payer le prix environnemental et sanitaire. Dans l'objectif de faire accepter ce projet, ou d'en accompagner économiquement la réalisation, des dizaines de millions d'euros sont déversés chaque année. Des collectivités territoriales de Meuse et de Haute-Marne en profitent. Certains appellent ça l'achat des consciences. Des oppositions sont nées très vite, contre l'enfouissement des déchets, mais aussi contre l'énergie nucléaire. Tout ça, comme dit Corinne, dans 3 ans, il faut qu'on soit prêt, on signe, on est d'accord. Est-ce que les scientifiques peuvent vraiment faire leur boulot correctement? Est-ce que l'ANDRA va cacher le site? Est-ce que l'ANDRA va sécuriser le site sur des centaines de milliers d'années? Pour ceux qui s'imaginent ce que c'est, la radioactivité qui va sortir, ça va être quelque chose. Si le stockage en surface, il va durer simplement 3 jours, comme vous le prétendez, ou va durer 100 ans. Est-ce qu'à l'ANDRA, on aurait des savants kamikazes qui mettent en danger les habitants de la Meuse? L'erreur est humaine, et bon, on le voit également dans les dossiers. Ce qui nous intéresse, c'est un seul mot, avec une majuscule si possible, la confiance. 4 communes sont concernées par le centre d'enfouissement. Bure, Mandres, Ribeaucourt et Bonnet. Je dis que c'était la première fois que je voyais une entreprise balancer les valises du billet sur la table avant de s'installer, quoi. D'habitude, pour qu'on voulait accueillir une entreprise aujourd'hui avec les difficultés économiques, il faut leur fournir le terrain, il faut leur faire la voirie, encore un petit peu leur monter les bâtiments, leur faire une location bail sur 15 ans pour qu'ils en deviennent propriétaires parfois, les exonérer de taxes pendant 5 ans, alors que là, les millions d'euros arrivent sur la table alors qu'on n'a quand même qu'un laboratoire. Et les opposants ont fait circuler une pétition
auprès de tous les habitants. Et les habitants demandaient à ce qu'il y ait une consultation populaire, quoi. Mais ça n'a jamais été, en haut lieu, ça n'a jamais été pris en compte, quoi. Le maire de Mandran-Barrois qui posait la question et le maire de Ribeaucourt qui avait un petit peu la même vision des choses, c'est-à-dire ces deux maires pensaient faire une consultation quand même de leurs habitants. C'est vrai que ces deux maires-là se sont fait recadrer par monsieur le secrétaire général de la préfecture. Bon, c'est tout, quoi. Contre le centre d'enfouissement et le nucléaire, mais aussi pour montrer qu'on peut très bien se passer de cette énergie, contre le productivisme, la croissance, le capitalisme qu'ils estiment nous conduire droit dans le mur écologique et social, ou pour retrouver un sens à leur vie ou se rapprocher de la nature, contre cette société qui pour eux dépolitise, individualise, divertit pour dominer ou éloigne des centres de décision, des femmes et des hommes, on construit une maison de résistance. J'ai fait mes études d'électronicien à Nancy et j'étais conseiller technique à un moment pour des conseillers régionaux. Les conseillers régionaux, maintenant c'est une quinzaine d'années, il fallait qu'ils prennent la décision, oui ou non, accepte-t-on les déchets nucléaires. Entre autres, dans ce moment-là, on parlait du laboratoire de Bure, on ne parlait pas tout à fait de déchets nucléaires, on parlait d'un laboratoire. Et tout simplement, si on enterre les déchets nucléaires, suivant les différentes simulations, suivant les différents scientifiques, et ben, ça va mettre du temps pour remonter de l'atmosphère. Donc suivant les simulations, 50 ans, un siècle ou 150 ans. Dans le meilleur des cas ou le pire des cas, au bout de 150 ans, tout est dans l'air. Voilà. Quand on sait aujourd'hui que le moindre radioactivité provoque un cancer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sûr que même la microdose provoque des cancers. De savoir que la radioactivité obligatoirement allait remonter dans l'atmosphère, quel que soit l'emballage qu'on mettait, quelle que soit la technologie qu'on utilise aujourd'hui, ben de là je suis devenu écolo tout simplement et antinucléaire. Après, les hommes politiques m'ont dit, Longuet, Pierret, Poncelet, Seguin, et ainsi de suite, que je côtoyais pas mal, ils m'ont dit tout simplement, tu ne pourras plus vivre en France. On ne peut pas vivre contre quelque chose. Parce que si on vit contre quelque chose, on n'est pas bien. Toute sa vie, on se bat, et ainsi de suite. On peut vivre pour quelque chose. Oui, on n'a pas de solution, et bien essayez de nous en apporter une. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu d'abord convaincre un peu des gens de l'intérêt du projet, collecter un début de fonds, quelques milliers d'euros, rien que pour faire de la documentation, pouvoir se déplacer pour présenter le projet, etc. Et ensuite, trouver un lieu, quoi. Il fallait réussir à acheter une maison en plein centre de Bure, en étant complètement secret. Pourquoi ? Parce que derrière, le maire, on savait bien qu'il pouvait faire un droit de préemption. On s'est mis à 4, on s'est dit notre mission, c'est d'acheter la maison. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on avait un contact avec quelqu'un, hop, c'était tranquille, la maison n'était plus à vendre, il y avait quelque chose. Et donc finalement il tombe sur cette maison en discutant avec un voisin qui lui dit bah oui celle-ci elle est à vendre, machin, très mauvais état, toiture en voie d'effondrement, enfin pas d'assainissement, pas d'électricité. On s'est fait passer pour un couple. On a été voir l'ancien propriétaire de cette maison-là, on savait qu'il voulait la vendre. Et à partir de février 2005 commencent les premiers travaux, donc voilà ça démarre, la toiture, la charpente, une arrivée d'eau. Commencer à débroussailler le jardin qui est complètement envahi. On a fait 4-5 chauffagistes, on a récupéré du matériel, on est remonté avec 2 camions de matériel, une chaudière gratuite, une cuve. Et de là, on a adapté complètement l'installation solaire à la maison. Et donc, on a fait avec de la récup, de la démerde. Faire une dalle en béton ici pour pouvoir faire de la manutention, travailler, prendre des poutres de récup et faire un étage. Récupérer dans des usines abandonnées des blocs néons comme ça. On a rénové toute la partie habitation, de façon à ce que ce soit tout de suite habitable pour un permanent. Là, c'est un copain tailleur de pierre qui
qui a pris l'initiative de faire cet œil de bœuf. Là, ça permet de faire passer les hirondelles. Et donc, c'est vrai que nous, dans la manière dont on vit à la maison, il y a quelque chose qui est vraiment important. C'est qu'on voit l'été les hirondelles se pointer, le rouge-queue qui fait son nid, qui est là-haut, les chauves-souris qu'on voit traîner dans la grange en dessous des lampes. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on partage cette maison avec des animaux qu'on revoit tous les ans. Ils ont leur porte d'entrée comme nous, on a les nôtres. Et voilà, ça nous plaît de faire ça, pas que pour nous. Puis tout doucement, il y a le projet collectif qui s'est greffé dessus en disant il faut qu'on fasse de l'accueil du public. Donc de là, on fait une salle multi-activité. Pourquoi ? Pour montrer en fin de compte à l'Andra qu'il existe d'autres solutions que ce fameux nucléaire. À l'Andra, non, à tous les Meusiens et à tous ceux qui viennent de partout. C'est un investissement qu'on fait pour la lutte antinucléaire, quoi. C'est-à-dire qu'on crée un outil qui après peut servir 10, 20, 25, 30 ans. Le but, c'était de faire une maison 100% énergie renouvelable et surtout modèle. Je suis d'origine allemande. Je suis né en 1952, donc un enfant du baby-boom. Je trouvais qu'on n'avait pas le droit à la parole en tant qu'enfant, en tant que jeune. Et après, avec ce mouvement de 68, on nous rétorquait souvent si t'es pas content, va donc de l'autre côté. Parce que l'autre côté, c'était donc la zone de l'Est. Je suis allé à Colmar, assister à un procès avec les faucheurs, et j'ai rencontré Julien qui était permanent à Bure, et nous avons sympathisé. Et après, je suis allé sur Internet, sur le site, et je me suis aperçu qu'il y avait besoin de bénévoles. Je me suis installée à la maison il y a 2 ou 3 ans. L'idée c'était de venir vivre ici. En fait, ça fonctionne avec des permanents, donc aux résidents, des gens qui viennent s'installer là pour des périodes de 6 mois, 1 an, et qui se relaient. C'est ce qu'on prône depuis longtemps, mettre la cohérence dans nos vies, pas attendre que la société change, mais changer nous-mêmes en nous mettant dans des autres façons de vivre et d'autres façons de produire. Prendre ses valeurs et les appliquer à soi-même, prendre ses idées et les appliquer à soi-même. C'est vraiment ça la réflexivité. En plus, ce qui est génial, c'est que tout le monde se parle, mais il y a beaucoup de passages en fait. Donc il y a des idées en fait. Les idées circulent, les pratiques circulent, et en fait c'est vraiment une source intarissable, justement par cette ouverture vers l'extérieur. Parce que cette ouverture vers l'extérieur permet justement le débat à l'intérieur de la maison, à l'intérieur du mouvement et à l'intérieur de la lutte, ce qui crée justement ce dynamisme et cette effervescence, cette émulation au niveau des idées, quoi. C'est que c'est un lieu où on prend les choses en main, pas que du point de vue de ce à quoi on s'oppose, mais aussi sur la façon de vivre ensemble, le fait qu'on fait de l'autoconstruction, que c'est un endroit où... Enfin voilà, moi j'avais jamais coupé de bois avant de venir ici, faire de la maçonnerie. Tout ça, je trouve ça important d'avoir des endroits, et il y en a plein d'autres, c'est sûr, mais des endroits où voilà, on peut toucher un peu à tout, mettre la main à la pâte et puis sentir que vraiment on est acteur. Ici, c'est un jardin collectif, donc il faut qu'on fasse gaffe. On ne peut pas faire n'importe comment, parce que chacun après, ce sera peut-être pas toi, ce sera peut-être pas moi, qui viendront pour désherber, pour récolter. Donc on note les petits trucs. Donc là-bas, hop, tu mets les petits pois. Ouais. Les petits pois, on trace une ligne, on creuse un sillon, et puis tu les mets en quinconce. Et c'est la permanente qui vient de revenir. Voilà, et puis qui dira aux autres, il y a ça aussi à faire. Et puis, on peut faire ça, si on a envie de le faire. Vous n'êtes pas forcé donc?
Si, discrètement, là, il y a des gens avec des fouets, ils sont planqués dans les forêts. On essaye d'être détendu et tout, mais c'est un peu... quand même, c'est la lutte, quoi. C'est un peu, tu vois. C'est la première fois où j'arrivais dans un lieu où je posais des questions pour savoir, le truc tout bête, qu'est-ce que je fais? On me disait, mais tu fais ce que tu veux. Alors j'étais un peu perturbé, parce que c'est pas que j'ai l'habitude d'avoir des ordres, mais on me dit de faire quelque chose, je le fais. Que là, en fait, ici, tout fonctionne avec l'initiative des gens. Chacun a son rythme, on est des militants, on n'est pas là pour faire, travailler comme des forçats et tout. Il y a aussi quelque chose de subversif là-dedans. La lenteur, c'est quelque chose de subversif. Et au-delà de la lenteur, c'est le respect du rythme de chacun, en fait. Si y en a qui ont envie d'aller très vite, de faire plein de choses, de faire plein d'actions, d'être connecté en permanence, de monter beaucoup de projets, il a le droit. Si d'autres personnes ont envie d'avoir un rythme militant qui est différent, c'est leur droit aussi, et il a accepté, en fait. Il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Ça a été un bouleversement, mais pas dans le sens où je l'imaginais. C'est-à-dire que j'ai vécu un peu partout, j'ai vécu en ville, j'ai vécu à la campagne. J'ai fait des choses assez différentes. Le bouleversement, c'est plus le fait que maintenant, ça fait vraiment partie de ma vie. Et je m'imagine pas passer à autre chose comme ça. Je trouve ça important de manière générale que les campagnes continuent à vivre, que ça se désertifie pas complètement. C'est des savoirs qui se perdent, c'est un mode de vie qui se perd. Après qui se perd, c'est sûr, on ne veut pas reproduire le même mode de vie que nos grands-parents, quoi. Mais au moins investir ces lieux-là et faire autre chose que ce qu'on nous propose la plupart du temps. Je trouve qu'ici, l'ambiance est saine. Malgré la dramaturgie de Bure, si malheureusement ça venait à son terme, ça serait quand même dramatique, surtout pour les générations futures, mais sinon, je sais pas ce qu'il faut chercher de plus, ici, personnellement, je me trouve bien. Mais rester une semaine ici, ça te permet vraiment d'échanger des idées, et c'est moins superficiel que quand on se croise comme ça, qu'on croise ces personnes et qu'on discute dans un cadre de débat organisé, etc. Le premier geste, c'est être contre quelque chose. Bon, ça, c'est toute adolescence passe dans cette phase-là, contre les parents, contre l'école, contre le système. Je pense, plus ou moins, on passe par cette phase-là de la révolte de la jeunesse contre ce qui est établi. Et bon, là, la maison, c'est l'ordre idéal, quoi. C'est-à-dire, elle donne la possibilité de se former ou de devenir militant ou être militant, tout en donnant une certaine sécurité, parce que les gens qui sont là, qui vivent là avec les contacts locaux, assurent une certaine background, une certaine stabilité. C'est une collégiale qui dirige justement la Bure Zone Libre, qui est l'association rattachée à la maison. C'est une collégiale de 12 personnes, c'est pas une personne ou 3 pimpins qui sont en haut et qui disent vous allez faire comme ça. Il y a vraiment quelque chose, l'autogestion c'est vraiment une possibilité d'épanouissement démocratique dans la structure en fait, quoi. Petit à petit il y a des liens avec le village, avec le maire, avec les voisins, avec d'autres groupes locaux, donc ça donne une certaine sécurité. On n'est pas parachuté dans le no man's land où il faut lutter contre quelque chose. C'est des gens qui essayent de vivre indépendamment du système. Les jeunes qui sont là, ils font leur jardin, ils font beaucoup de militantisme, ils essayent d'éveiller la conscience des gens. Ils font beaucoup de déplacements dans des réunions, ne serait-ce que politiques, sur les foires bio, sur les foires même pour bio, c'est pas grave, mais ils essayent d'apporter la bonne parole.
cette forme-là de résistance, de communication, correspond beaucoup plus à tout un public jeune. Et moi, ce que je trouve souvent frustrant dans les réunions publiques, les gens que je rencontre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Or, cette forme-là, je dirais, d'échange, d'information, pour moi, va vraiment dans le sens d'accueillir et d'intégrer la jeunesse d'aujourd'hui. J'ai vécu une période où les gens qui se posaient des questions par rapport au nucléaire, qu'on pouvait appeler anti-nucléaire, ou en tout cas critiques par rapport à l'énergie nucléaire, ils avaient des argumentaires qui n'étaient pas toujours très pertinents sur le plan scientifique. Par contre, sur le plan du fond, ils avaient totalement raison d'être critiques par rapport à l'énergie nucléaire. Avec le recul aujourd'hui, toutes les questions qui étaient posées à l'époque par rapport au risque nucléaire, d'accidents graves, catastrophes, par rapport au problème de déchets radioactifs, ils avaient totalement raison. Aujourd'hui, on peut le dire, ils avaient totalement raison. N'empêche que l'argumentaire, souvent qu'ils invoquaient, n'était pas très solide. Et moi, je trouvais ça un peu dommage, parce qu'ils se faisaient balayer d'un revers de manche en disant « mais vous êtes anti-nucléaire, irrationnel, etc. Tout ce que vous dites, ça tient pas la route. » En gros, et ils balayaient tout d'un revers de manche. En donnant des arguments à des simples citoyens, à des associatifs, vous donnez des armes. Ce qu'on voit, c'est des voitures de gendarmes qui passent tous les jours, qui s'arrêtent à 4 h du matin pour filmer au projecteur les plaques d'immatriculation pour savoir qui traîne à la maison de Bure. Aussi les téléphones qui déconnent à fond les ballons, donc on soupçonne fortement d'être écoutés quand il y a une actualité sur le nucléaire qui fait que les flics ont intérêt à écouter ce qui se passe dans les réseaux, donc dans le nôtre aussi. Il y a une dizaine d'années, un blocage de train, c'était un contrôle d'identité tout simple. Les gens restaient au pire 2 heures au poste pour un contrôle d'identité. Après, ça a été des gardes à vue, mais avec juste des amendes à la sortie. Après, ça a été les procès, avec des dommages et intérêts. Après, c'est les procès avec demande de prison, mais qui n'étaient pas appliqués. Et maintenant, aujourd'hui, c'est des peines de prison avec sursis. Et pour le cas du Chefren, par exemple, des peines de prison ferme. La Seine était bâchée, donc c'était les CRS et nous. Un blocage de train par les tubes, c'est on ne peut plus pacifique, on est attaché, donc on peut rien faire, on est à la merci des flics, ce qui est une erreur. Enfin, aujourd'hui, on sait que c'est une erreur, mais la réponse de l'État sur une action pacifique de ce genre, ça a été l'ultra-violence, donc des actes de torture, on peut même dire. Donc, la question violence, non-violence, elle n'est pas si facile que ça, parce que on sait que l'adversaire est violent. Donc, est-ce que la non-violence suffit? Ça, c'est une question, on se la pose, mais on n'a pas la réponse. La lutte contre le centre d'enfouissement, le nucléaire et son monde, peut prendre différents visages. Information du grand public, traçage ou blocage de trains de matières radioactives, en passant par des travaux à la maison de résistance ou la participation à des manifestations. Plus surprenant et anecdotique, certains viennent même apprendre à devenir clowns activistes. Au clown, on sait bien qu'en 4 heures ou 5 heures, vous n'allez pas devenir des clowns professionnels, mais quand même, essayez en fait dans une chose très simple, d'essayer de contacter le clown qui est là en vous, qui demande qu'à surgir. Quand vous allez finir ce week-end, de pouvoir, si vous êtes avec 3-4 personnes qui ont envie d'être en clown, d'avoir les bases très simples, de faire un tout petit défilé de clowns, une petite brigade qui se promène. Déjà rien que ça, dans une ville, ça fait quelque chose.
On n'est pas des clandestins, etc. On n'est pas en train de manigancer un truc. On est là à visage découvert, on avance main nue et on dit coucou, on va désobéir, on vous prévient, on est en désaccord avec ce que vous faites et on est prêt à s'opposer à ça. Il faut savoir que toute action peut être illégale pour eux. Voilà. Même si, donc nous, il faut leur prouver notre bonne foi et qu'on est juste des clowns. Hein. Les voitures, elles rentrent là et elles se mettent au parking. Quand Arevan va, L'entrée de la conférence, enfin de l'expo, je sais pas quoi, porte ouverte, c'est à 15h, ici. Ensuite, les gens, ils sortent là. Notre idée, à Mathieu et à moi-même, c'était de se dire qu'ici, on pouvait avoir 3 brigades. Écoutez, vous arrêtez ça. C'est pas radioactif. C'est une friteuse géante. Il faut des grosses frites. Comme ça, oui. Mettre de l'huile. Il n'y a rien dedans encore. Il n'y a rien dedans encore. Ils n'ont pas mis encore. Il faut qu'ils mettent là-dedans. Oui, mais oui. Essaye de mettre de. Mais je sais pas, viens, on va demander. Le lien qu'il peut y avoir, c'est déjà un lien d'amitié, parce que c'est des personnes qu'on apprécie, qu'on connaît déjà depuis, pour la plupart, quelques années déjà. Et du coup, c'est des voisins avant d'être des collègues en TINUC. Les terres, le grand-père, il a cultivé dessus. À l'époque, il ne connaissait pas le nucléaire. Et puis, mon père a cultivé dessus. Bon, eux, c'était pas très sain, il y avait des produits phyto, mais bref, c'était la nouvelle mode, quoi. Et ils ont arrêté. Puis nous, on est dessus maintenant en production naturelle. Et c'est vrai que, bah, voilà, ce qui se passe à côté, ça nous fait pas trop plaisir, quoi. C'est vrai que bah, nous, par rapport à cette histoire de labo, d'enfouissement de déchets nucléaires, enfin qui n'est plus un labo, ce qui fait peur, bah, c'est qu'on se donne énormément, on donne de l'énergie ici pour un projet qui voilà, a pour but bah, de recréer un peu de vie autour, de recréer une dynamique intéressante par rapport aux produits locaux, aux produits sains et une démarche bah, de production locale et de consommation locale. Je veux dire, bon, la pollution, elle est partout, donc si on veut juste pas faire pire en rajoutant des trucs, nous, dans nos cultures, quoi. Peut-être que dans 20 ans, il faudra qu'on s'en aille parce qu'ils auront pollué le coin et il n'y aura plus de place pour nous. Tout ce qu'on veut faire en production naturelle ou entre guillemets bio, bah, ça n'aura plus lieu d'être parce que ce sera pollué, quoi. C'est la Monique qui s'occupe de la maman, le chat.
Le festival, je pense qu'il a une importance parce qu'il est là pour sensibiliser les personnes qui, dans les environs, connaissent pas forcément les enjeux qu'il y a sur ce territoire. Et je pense qu'il est important aussi parce qu'il fédère et il rassemble aussi tous les gens qui militent depuis longtemps contre ce projet d'enfouissement. Je suis chef de projet d'un plan de prévention des déchets. Et en fait, je suis à Bure parce que je connais un petit peu le combat que mène la Maison de la Résistance de Bure et qu'il y a des gens pour qui j'ai beaucoup de respect qui se battent contre ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires ici. Ça fait déjà 6-7 ans que je suis venu. Enfin, la première fois que je suis venu, c'est il y a 6-7 ans. Et je reviens de temps en temps par solidarité pour voir l'évolution du projet d'enfouissement, l'évolution aussi de la lutte citoyenne. Nous sommes tous en lien et c'est normal d'être présents, d'intervenir dans les débats, d'avoir une table avec des informations sur nos actions au niveau de la fête du festival. Dans les milieux culturels, on vient faire de la politique. Et quand on est dans les lieux militants, on vient faire du théâtre, on vient faire de l'artistique. Moi, je ne pointe pas sur scène en disant « voilà ce qu'il faut penser », mais je donne un certain nombre d'éléments, c'est des documents, hein, comme vous êtes en train de le faire, et je les présente dans un certain ordre qui font sens. En Allemagne, on est beaucoup plus avancé, mais il y a moins de centrales. Et c'est pas EDF, c'est pas l'État, ce sont des compagnies privées. Alors il y a une grande différence. Être anti-nucléaire en France, ça veut dire être contre l'État. Et il y a un intérêt militaire concernant les nucléaires. Ici, on parle du lycine plutonium. Ça dit directement qu'il y a un intérêt du militaire à avoir le plutonium pour des armes nucléaires. Et c'est pourquoi c'est beaucoup plus difficile ici. Et c'est vrai, en Allemagne, on est avancé aussi concernant un changement d'énergie. Il y a beaucoup plus d'énergie renouvelable, mais il y a un potentiel ici énorme et il faut travailler ensemble. Et ça suffit rien si l'Allemagne est sortie et à côté, la folie continue. Toute la base de l'action de désobéissance civile, c'est de dire « not in my name ». Vous ne ferez pas ça en mon nom. Le point, c'est tout. Des propositions d'alternatives et de réappropriation du vivant se développent autour de la maison. Pas très loin de Bure, une commune et ses habitants se sont emparés eux aussi de cette philosophie. À Beckrich, au Luxembourg, à 200 km de là, l'autonomie énergétique est quasiment acquise, grâce au biogaz, la filière bois et bientôt des éoliennes. Isolation et réhabilitation des bâtiments, réduction de la consommation d'énergie, participation active de près de 70 citoyens à chaque décision politique. Depuis une vingtaine d'années, c'est du concret. 19 agriculteurs font tourner l'installation de biogaz de cette commune de 2300 habitants. Et les 700 hectares de forêt gérés durablement alimentent la filière bois. Un peu plus d'une dizaine de millions d'euros ont été investis, déjà largement rentabilisés. Alors avec Rich, on ne s'arrête jamais. Pour arriver un jour à l'autarcie énergétique, il faut vraiment avoir presque toute la panoplie des énergies. Voilà pourquoi on est en train de travailler sur un parc éolien nord de Beckrich, à côté de la filière bois, à côté du biogaz, à côté de l'énergie solaire. On puisse aussi avoir quelques éoliennes qui fournissent l'électricité. Il est clair pour nous aussi. Si ce parc doit se faire, ce sera encore les gens du village ou de la commune, de la région même, qui vont essayer de financer ça. Le conseil communal a déjà décidé de prendre 15% d'actions dont cette firme a créé. C'est le maximum que le ministère de l'Intérieur nous autorise. Pour le reste, on va aborder les acteurs commerciaux de la commune, de la région, peut-être pour les initier
et les motiver à dire mais prenez une part dans le parc éolien qui revient plus ou moins à la consommation d'électricité que vous consommez. Alors d'une manière virtuelle, les acteurs économiques pourraient produire de nouveau leur propre électricité. Alors, à partir du 1er janvier, la région du canton de Redange aura une monnaie complémentaire qui va s'appeler le béquille. C'est encore une initiative qui rentre dans la même philosophie de dire mais on veut garder le maximum de pouvoir d'achat ici, on veut faire tourner l'économie locale, régionale, on veut maîtriser nous-mêmes les besoins élémentaires de notre vie. On a déjà regagné une bonne partie de notre souveraineté énergétique. Beaucoup reste encore à faire dans le domaine de la souveraineté alimentaire. La monnaie locale, c'est aussi le volet environnemental. On essaie de fermer les circuits régionaux, de limiter les distances de transport, mais c'est surtout un grand aspect de solidarité. Plutôt acheter le pain un peu plus cher chez le boulanger du village que dans une multinationale, mais avec ça, garder l'emploi ici, garder la chance qu'il y ait des jeunes qui puissent faire un apprentissage. On a un slogan pour la monnaie locale, les béquilles, c'est l'entraînement pour plus de solidarité. Ce qui environne l'homme, c'est pas fait uniquement pour lui, pour l'utiliser comme il veut. Ils vivent par ça. Donc, il y a une solidarité à entretenir. Quand il veille sur lui, ou sur les autres surtout, en fait, c'est pas. Il faut nécessairement qu'il veille sur la nature. Les générations futures doivent pouvoir décider elles-mêmes comment elles veulent organiser la société. Alors, rien qu'avec les déchets, c'est pour moi non durable. C'est comme si on vous demandait de monter dans un avion et de partir à une destination où l'aéroport n'est pas encore construit, avec l'espérance que le temps que vous mettez jusqu'à arriver à destination, l'aéroport soit fini. Si on trace la courbe de la radioactivité ambiante en moyenne sur la Terre, pendant 4,5 milliards d'années, elle a décru, et là, on a inversé la courbe de la radioactivité naturelle, elle a réaugmenté. Eh bien, ma génération porte cette responsabilité importante d'avoir inversé cette courbe-là. Face au risque sismique engendré par les galeries, face au risque d'incendie de l'hydrogène dégagé par les colis de déchets, face au risque d'infiltration d'eau, le danger que représente le nucléaire pousse des personnes d'horizons différents à agir.
Ils ne font pas forcément tous l'unanimité à la maison de résistance. Marc Stanger, évêque de Troyes, anime un groupe de réflexion dans les environs de Bure. Corinne Lepage est intervenue lors d'une soirée non loin de ce centre d'enfouissement. C'est probablement une des premières fois que nous avons mis en œuvre une technologie, de surplus très dangereuse, sans être en capacité d'avoir au préalable les solutions nécessaires, je parle des déchets. Ça crée des habitudes de vie, de consommation, ça crée des modèles économiques et sociaux, le fait qu'il y ait du nucléaire, en fait, c'est pas... Donc tout ça, c'est là, aujourd'hui, on est bien encombré avec ça. Cette radioactivité que nous avons dispersée dans l'environnement, beaucoup à certains endroits, moins à d'autres, c'est un cadeau qu'on laisse à nos enfants. Eux supporteront justement cette évolution. Après avoir pris la responsabilité du risque nucléaire et des accidents nucléaires, parce que non seulement le risque mais sa réalisation, nous voudrions maintenant imposer une solution pour les déchets qui serait irréversible. J'ose espérer que c'est pas tous des apprentis sorciers, enfin quand même ceux qui travaillent là-dedans, j'en ai maintenant du coup rencontré un certain nombre qui sont totalement de bonne foi, en fait, c'est pas, et je crois qu'ils cherchent réellement, enfin c'est pas, mais je dirais il y a deux manières de se situer par rapport à ça. Chercher en se posant des questions, enfin on ne cherche pas de la même façon que en se posant des questions, et chercher en se disant on va tout résoudre. La population française a fait l'objet d'un bon lavage de cerveau depuis 40 ans. D'abord on lui a dit c'est pas cher, puis maintenant elle voit que le prix de l'électricité monte. Ensuite on lui a dit il n'y a aucun risque d'accident. Maintenant on lui a dit s'il peut y avoir un accident. D'arrêter le nucléaire dans 10 ou 20 ans, c'est une question qui ne se pose même pas. C'est maintenant qu'il faut commencer les grands travaux du renouvelable, sans perdre de temps à attendre un deuxième Fukushima. Il y a réellement une question de savoir si nous sommes prêts à changer de mode de vie, à diminuer notre consommation, à ne plus dépendre entièrement de l'énergie. Le fond du problème est que le lobby nucléaire gouverne la France, que c'est lui qui fait les choix. Il n'y a que dans notre pays où on a tant de nucléaire. Dans les autres pays, vous avez 5%, 10%, voire 1% de nucléaire, mais pas 80%. Personne n'a été assez fou pour se lancer dans une telle aventure. Face à ça, tu vois, vous avez un énorme mouvement populaire, associatif en face qui balaye tout ça. Bon, honnêtement, moi je ne le vois pas. La politique nationale, moi je n'y crois plus. Parce que je pense que l'emprise du lobby nucléaire et d'EDF est trop forte. Donc je crois que c'est vraiment au niveau des citoyens et des collectivités locales qu'il faut prendre le sujet, et c'est comme ça qu'on fera notre révolution énergétique. Si c'est fait en vue d'autres choses, enfin en vue d'un plus ailleurs, là je suis d'accord. Par exemple, si vous diminuez la rapidité, vous avez le temps d'entrer en relation avec les gens. Si ça va trop vite, on n'a aucune relation en réalité. Là vous avez le temps d'entrer. Si vous diminuez la consommation, si vous êtes un peu plus frugal, si vous diminuez la consommation, vous avez le temps pour profiter des choses que vous consommez, enfin c'est pas vous passez du choix de laisser parler tout au désir, au choix de mieux comprendre ce dont vous avez besoin. Enfin voilà, donc oui, diminuer, mais en vue d'un plus, ou d'une autre chose, qui soit plus. Voilà, c'est ces valeurs un peu fondamentales de la relation, du temps pour admirer les choses, du temps pour s'émerveiller, si vous voulez, du temps pour communier avec la nature. Enfin, je crois que ce temps-là, on ne l'a pas aujourd'hui, la plupart, et je sais que beaucoup y aspirent. Il faut un monde où on apprenne à vivre autrement.